Le « père de la bombe atomique » a longtemps été incompris. Le nouveau film aura-t-il enfin raison pour J. Robert Oppenheimer? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les historiens et les artistes ont été fascinés par le brillant et énigmatique J. Robert Oppenheimer, le physicien théoricien qui a dirigé le laboratoire du projet Manhattan qui a développé la bombe atomique. Dès 1946, des documentaires, des mini-séries télévisées, des pièces de théâtre, des livres, des romans graphiques, des longs métrages et même un opéra ont exploré la vie, l'œuvre et l'héritage du scientifique. Ces dernières années, cependant, une grande partie de cette complexité a été réduite à une seule image populaire, le génie brisé, hanté par sa propre invention, récitant une ligne de la Bhagavad Gita dans un documentaire de 1965 de NBC News. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes, Anton Oppenheimer. Mais la vie d'Oppenheimer était bien plus qu'un regret. Il était intéressant en tant que père de la bombe, déclare Kai Bird, co-auteur de la biographie lauréate du prix Pulitzer 2005 American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Mais le véritable arc de l'histoire est la tragédie. Oppenheimer de Christopher Nolan, qui sort en salle le 21 juillet, sera le premier long métrage à aborder la vie du scientifique dans son intégralité, et il s'annonce spectaculaire. Mettant en vedette Cillian Murphy de la renommée de Peaky Blinders dans le rôle-titre aux côtés d'un casting de premier plan, le film réintroduira le scientifique et le projet de bombe top secret qu'il a dirigé à une nouvelle génération d'Américains. Oppenheimer offre l'occasion de revisiter cet homme charismatique et contradictoire et de reconsidérer comment les tentatives précédentes de raconter son histoire ont réussi, et échoué, à sonder l'une des personnalités publiques les plus fascinantes du XXe siècle. Né dans une famille juive laïque à New York en 1904 et formé à la Ethical Culture School de Manhattan, Oppenheimer est diplômé summa cum laude de l'université de Harvard en seulement 3 ans. Si Harvard était facile, sortir de son adolescence maladroite était plus difficile. Il a lutté contre des problèmes de santé mentale alors qu'il poursuivait des études supérieures à l'université de Cambridge. « J'étais sur le point de me faire sauter », se souvient-il plus tard et s'est retrouvé en probation après avoir lacé une pomme avec des produits chimiques et l'avoir laissée sur le bureau de son tuteur. Mais au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, Oppenheimer s'était transformé en un physicien respecté à l'Université de Californie à Berkeley. Il était une sorte de caricature du professeur excentrique, dit Bird, un omnivore intellectuel qui lisait le sanskrit, aimait la poésie élisabéthaine, montait à cheval et préparait un excellent martini. Il était également tombé amoureux de Jean Tatlock, joué par Florence Pugh dans le film de Nolan, un membre cotisant du Parti communiste qui a éveillé son intérêt pour la politique. Oppenheimer était probablement sympathique aux objectifs communistes, selon la Fondation du patrimoine atomique à but non lucratif, mais il n'a jamais officiellement rejoint le parti. Mais bon nombre de ses amis les plus proches et de sa famille ont été membres du parti à un moment ou à un autre, son frère, Frank Oppenheimer, son ami Hakon Chevalier, et sa future épouse, Kitty Oppenheimer. Ces associations jetteraient des soupçons sur le physicien lui-même plus tard dans sa vie. Les penchants politiques d'Oppenheimer ne l'empêchèrent pas d'être recruté, au début de 1942, pour un projet secret autorisé par le président Franklin Roosevelt qui attirait des scientifiques de tout le pays. 3 ans plus tôt, Albert Einstein avait écrit une lettre à Roosevelt avertissant que des percées dans la fission nucléaire promettaient, des bombes extrêmement puissantes d'un nouveau type. Maintenant, la course était lancée pour trouver comment construire l'une de ces bombes avant l'Allemagne. Au cours de l'été 1942, Oppenheimer organisa une série de séminaires secrets à Berkeley, où les meilleurs physiciens américains ébauchèrent les contours d'une éventuelle bombe. En fin de compte, Oppenheimer était un manager naturel. Je ne sais pas comment il avait acquis cette installation pour gérer les gens, a déclaré Edward Teller, un collègue qui allait plus tard témoigner contre lui. Ceux qui le connaissaient bien ont été vraiment surpris. En septembre, le général Leslie Grove,
un ingénieur de l'armée qui avait auparavant supervisé la construction du Pentagone, a pris la tête de ce qu'on appelait alors le projet Manhattan, après ses bureaux inauguraux dans le sud de Manhattan. Grove connaissait la construction mais pas la physique, alors le charmant physicien de Berkeley a attiré son attention. Oppenheimer a été le premier scientifique rencontré par Grove lors de sa tournée qui a compris que la construction d'une bombe atomique nécessitait de trouver des solutions pratiques à une variété de problèmes interdisciplinaires, ont écrit Bird et Sherwin. Il n'était pas un choix évident, il ne pouvait pas tenir un stand de hamburger, a déclaré un collègue de Berkeley, mais en octobre 1942, Grove nomma Oppenheimer directeur scientifique du projet. L'opération gouvernementale a amené des centaines, voire des milliers, de scientifiques, de civils et de membres du personnel de l'armée dans une mesa à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Leurs rangs ont finalement inclus Télé, Hans Bethe, Richard Feynman, Seth Nedermeyer, Robert Serbe, Kenneth Bainbridge, Enrico Fermi et bien d'autres. Le film de Nolan dépeint chacune de ces figures et, à en juger par la liste complète des acteurs, recrée plus ou moins tout le domaine de la physique théorique dans les années 1930 et 1940, y compris Kenneth Branagh en tant que lauréat du prix Nobel Niels Bohr. Les scientifiques relevaient directement d'Oppenheimer, qui, à 38 ans, apprenait sur le tas à diriger un laboratoire. Le laboratoire d'Oppenheimer n'était qu'une partie du projet Manhattan. Construite sur le site d'une ancienne école de garçons, Los Alamos était l'une des 3 villes secrètes, saisies et transformées par le gouvernement des États-Unis à la fin de 1942 et au début de 1943. Les 2 autres, Oak Ridge, Tennessee et Hanford, Washington, représentaient la grande majorité de la main-d'œuvre, des dépenses et de l'échelle industrielle du projet, qui employait environ un demi-million de personnes entre 1942 et 1945. À Oak Ridge, l'uranium était raffiné dans la plus grande usine du monde, nouvellement construite à cet effet. À Hanford, une zone de la moitié de la taille de Rhode Island a été débarrassée de ses habitants, leurs maisons rasées au bulldozer pour faire place à des réacteurs produisant du plutonium. Je vous ai dit que cela ne pouvait pas être fait sans transformer tout le pays en usine, a déclaré Bohr à télé en 1944. C'est exactement ce que vous avez fait. À Los Alamos, Oppenheimer s'est imposé comme un leader doué. Il avait une voix très distinctive qui était très douce, explique Bird. Il fallait écouter très attentivement, mais il était magnétique. Ce magnétisme a permis au laboratoire de rester productif même après qu'une conception initiale de la bombe, connue sous le nom de Sinman, a dû être abandonnée en juillet 1944. En fin de compte, les scientifiques se sont mis d'accord sur 2 conceptions réalisables pour une bombe, qu'ils ont appelées Fat Man et Little Boy. Au matin du 16 juillet 1945, près de 3 ans de travail ont abouti à la première explosion nucléaire de l'histoire. Connu sous le nom de test de la Trinité, il a éclairé les collines du désert du Nouveau-Mexique. Oppenheimer, déjà célèbre pour sa minceur, avait perdu du poids pendant le projet, et pendant le compte à rebours, il aurait à peine respiré. Des dramatisations ultérieures ont amené le scientifique à réciter la ligne de la Bhagavad Gita au moment de la détonation. Oppenheimer lui-même a affirmé plus tard que la ligne lui était alors venue, mais il aurait dit quelque chose de plus proche de « ça a marché ». Après l'essai, Oppenheimer a été transformé par le soulagement. Je n'oublierai jamais la façon dont il est sorti de la voiture, a déclaré plus tard un autre scientifique du projet Manhattan, Isidore Isaac Rabi. Sa marche était comme High-Noon, ce genre de jambes. Il l'avait fait. Le 6 août 1945, l'Enola largua Little Boy sur la ville japonaise d'Hiroshima. 3 jours plus tard, Bockscar a largué Fat Man sur Nagasaki. Les estimations des décès dus aux 2 attentats à la bombe varient considérablement, d'un chiffre contemporain d'environ 110 000 à une estimation ultérieure de plus près de 210 000. Le 15 août, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, l'opinion publique sur l'utilisation de la bombe atomique ne s'était pas encore solidifiée.
La première fois qu'Oppenheimer est apparu sur grand écran, c'était en août 1946, lorsqu'il a joué dans le documentaire de 18 minutes Atomic Power, qui faisait partie de la série The March of Time de Time. À l'écran, Oppenheimer, l'une des nombreuses personnalités qui ont participé au film, dont Einstein, Grove et Rabi, reconstitue l'attente anxieuse de la détonation à Trinity avec Rabi, qui donne une performance guindée alors qu'il rassure son patron « Ça va bien marcher, Robert. Et je suis sûr que nous ne le regretterons jamais. » En fait, Oppenheimer était déjà désolé. En octobre 1945, il dit au président Harry Truman, joué par Gary Oldman dans le film de Nolan, Mr. Président, j'ai l'impression d'avoir du sang sur les mains. Le vent de l'opinion publique commençait également à tourner. 3 semaines après la sortie de Atomic Power, l'article brûlant de John Hersey Hiroshima est paru dans le New Yorker, éveillant pour la première fois de nombreux Américains aux horreurs de la bombe. Craignant de perdre la bataille pour les livres d'histoire, Truman et d'autres responsables sont passés à l'action, obligeant l'ancien secrétaire à la guerre Henry Stimson à défendre l'utilisation de la bombe dans un article du magazine Harper's publié en février 1947. L'histoire, qui se lit comme une simple récitation des faits, dépeint la décision d'utiliser la bombe comme une décision prise avec un soin sagace. Il a introduit l'argument, souvent répété depuis, selon lequel la bombe a empêché une invasion terrestre alliée du Japon qui aurait coûté plus d'1 million de victimes aux seules forces américaines. Cet article a vraiment marqué l'histoire de la plupart des Américains pour la prochaine génération, déclare Byrd. Et le récit était, oh, c'était une décision difficile. C'était terrible. Mais c'était nécessaire, et cela a sauvé peut-être 1 million de vies américaines. Réalisé par Norman Taurog, le film est si instructif parce que c'est la première et l'une des plus complètes réaffirmations du récit pro-bombe juste au moment où des doutes ont été soulevés, a déclaré Mitchell au magazine Smithsonian. Même Truman s'est impliqué, au point de commander une reprise coûteuse et de faire virer l'acteur qui le jouait. Le studio a volontairement cédé le contrôle du film au Pentagone, via Grove, et la Maison-Blanche. Oppenheimer lui-même a cédé à la pression. Le début ou la fin a affirmé que l'armée américaine avait largué des tracts d'avertissement concernant la bombe atomique sur Hiroshima et que l'Enola Gay avait été attaqué par des tirs de missiles antiaériens japonais lors de son bombardement. Comme l'article de Stimson, il dépeignait Truman travaillant soigneusement sur la décision de larguer la bombe avant d'arriver à un moment charnière. En fait, les États-Unis n'ont pas spécifiquement largué de tracts avertissant de la bombe atomique, bien que les pilotes aient peut-être largué des avis plus généraux d'attaques imminentes sur Hiroshima, et l'Enola Gay n'a pas été la cible de tirs antiaériens. De nombreux historiens ne sont pas d'accord sur le fait qu'il y a eu un seul moment de « décision » de la part de Truman. Dans un essai inclus dans l'anthologie de 2020 The Age of Hiroshima, Alex Wellerstein, historien du nucléaire au Stevens Institute of Technology du New Jersey, a écrit que Truman était en fait assez périphérique à la plupart des décisions qui ont conduit à l'utilisation des armes. Wellerstein a fait valoir que Truman avait peut-être même cru à tort qu'Hiroshima était une cible militaire plutôt qu'une ville composée en grande partie de civils. Quant à ce chiffre d'1 million de victimes américaines prévues, Byrd a ensuite demandé au nègre de Stimson, Mac Bundy, où il l'avait obtenu. Il m'a regardé, se souvient Byrd, et il a dit « Oh, nous l'avons sorti de nulle part ». Oppenheimer a décrit le scénario de The Beginning or the End comme « sans but ni perspicacité ». Un autre physicien, Léo Szilard, l'a dit encore plus crûment, si notre péché en tant que scientifique était de fabriquer et d'utiliser la bombe atomique, alors notre punition était de regarder le commencement ou la fin. Presque immédiatement, Oppenheimer a commencé à parler publiquement des dangers de la guerre atomique, alors même qu'il continuait à agir en tant que consultant en armes nucléaires pour le gouvernement américain. En novembre 1945, il a déclaré à un public de Philadelphie que la bombe était, selon tous les standards du monde dans lequel nous avons grandi, une chose diabolique. Il a donné des interviews télévisées élucidant brutalement le risque de guerre nucléaire.
En 1949, en tant que chef d'un comité consultatif pour la nouvelle commission de l'énergie atomique, il a présenté un rapport mettant en garde contre le développement d'une bombe à hydrogène, une arme à fusion plus puissante que les bombes Trinity, Hiroshima ou Nagasaki, qui avaient été conçues par un autre scientifique du projet Manhattan Télé. Une superbombe pourrait devenir une arme de génocide, a écrit Oppenheimer. Une superbombe ne devrait jamais être produite. En 1953, il a prononcé un discours comparant les États-Unis et l'Union soviétique à capacité nucléaire à 2 scorpions dans une bouteille, chacun capable de tuer l'autre, mais seulement au risque de sa propre vie. Les avertissements francs d'Oppenheimer en firent une cible, et en décembre 1953, au milieu de la paranoïa de l'ère McCarthy à propos des espions soviétiques au plus haut niveau du gouvernement, le président de l'AEC Lewis Strauss, joué par Robert Downey Jr. Dans le film de Nolan, qui nourrissait une aversion pour Oppenheimer, appela le scientifique dans son bureau et lui dit que son habilitation de sécurité top secrète avait été révoquée. Oppenheimer a insisté pour se défendre, ce qui a conduit l'AEC à convoquer ce qui est devenu une audience de sécurité très médiatisée pour résoudre l'affaire. L'audience d'un mois, qui a commencé le 12 avril 1954, équivalait à une radiographie de la vie adulte d'Oppenheimer. Les transgressions, grandes et petites, ont été traînées au grand jour et soumises à un examen minutieux. Les éléments clés de l'affaire contre Oppenheimer comprenaient son amitié étroite avec Chevalier, un spécialiste de la littérature française à Berkeley et un communiste porteur de cartes que le physicien avait autrefois protégé de l'incrimination, ainsi que l'opposition d'Oppenheimer à la bombe à hydrogène de Télé. Le scientifique habituellement persuasif a paniqué sous l'interrogatoire de l'avocat de l'AEC, Roger Robb. À un moment donné, pris dans une contradiction, Oppenheimer a expliqué sa défense de Chevalier en admettant sans embâge « J'étais un idiot ». Mais il devait aussi défendre des affaires personnelles, comme sa décision de passer une nuit avec son ex-fiancé communiste, Tatlock, à l'été 1943, alors qu'il travaillait à Los Alamos, 6 mois avant qu'elle ne meure par suicide en 1944. Pourquoi devait-il l'avoir ? Le comité a demandé. Parce qu'elle était toujours amoureuse de moi, a répondu Oppenheimer. Le 27 mai, le Conseil supervisant les audiences a voté 2-1 pour ne pas rétablir l'habilitation de sécurité d'Oppenheimer. Je pense personnellement que notre échec à effacer le docteur Oppenheimer sera une marque noire sur l'écusson de notre pays, a écrit le dissident solitaire Ward Evans. Quoi qu'il en soit, la relation d'Oppenheimer avec le gouvernement des États-Unis était désormais officiellement terminée. Il retourna à Princeton, New Jersey, où il était directeur de l'Institute for Advanced Study depuis 1947. Les audiences l'ont détruit, a déclaré Raby plus tard. Un autre ami, le diplomate George Kennan, se souvient d'avoir tenté de réconforter Oppenheimer en lui disant qu'il serait sûrement le bienvenu à l'étranger. Sa réponse, qu'il m'a donné les larmes aux yeux, « Merde, il se trouve que j'aime ce pays ». Oppenheimer a tenté de minimiser l'importance des audiences. Je considère cela comme un accident majeur, un peu comme un accident de train ou l'effondrement d'un immeuble, a-t-il déclaré à un journaliste. Cela n'a aucun rapport ou lien avec ma vie. Il se trouve que j'étais là. Même s'il aurait pu souhaiter que cela soit vrai, la chute d'Oppenheimer au cours des audiences en est venue à le définir aux yeux du public. En 1964, le dramaturge allemand Einar Kiffard s'est directement inspiré des transcriptions publiées des audiences de sécurité pour son In the Matter of Robert Oppenheimer. Discutant de la pièce avec le Washington Post, essayant peut-être encore d'empêcher sa chute de le définir, Oppenheimer a déclaré « Tout cela était une farce, et ces gens essaient d'en faire une tragédie ». Dans une tentative de réhabilitation publique, le président Lyndon Johnson a remis à Oppenheimer le prix Enrico Fermi, la plus haute distinction de l'AEC, en 1963. Néanmoins, le physicien ne s'est jamais complètement remis du coup porté à sa réputation. Il passa le reste de ses jours à Princeton, où il conserva son emploi à l'Institute for Advanced Study jusqu'en 1966, et y mourut d'un cancer en février 1967.
Comme l'écrivait le New York Times dans sa nécrologie, cet homme d'une complexité déroutante n'a néanmoins jamais pleinement réussi à dissiper les doutes sur sa conduite. L'habilitation de sécurité d'OpenMR est restée révoquée jusqu'en décembre 2022, lorsque le ministère de l'Énergie a annulé la décision de la Commission de 1954. OpenMR occupe un rôle central dans notre histoire en dirigeant les efforts atomiques du pays pendant la Seconde Guerre mondiale et en semant les graines des laboratoires nationaux du ministère de l'Énergie, a déclaré la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm dans un communiqué. Au fil du temps, de plus en plus de preuves ont été révélées de la partialité et de l'injustice du processus auquel le Dr OpenMR a été soumis, tandis que la preuve de sa loyauté et de son amour du pays n'a été que renforcée. Au cours des plus de 50 ans qui se sont écoulés depuis la mort d'OpenMR, la culture populaire a adopté diverses approches pour explorer sa vie. Le documentaire The Day After Trinity, lauréat d'un prix Peabody en 1981, s'est concentré sur ses regrets pour son rôle dans la construction de la bombe. La mini-série télévisée de la BBC de 1980 OpenMR, en revanche, mettait en vedette un Sam Waterston mince et discrètement charismatique et était plus intéressé par la question des liens communistes d'OpenMR et de sa chute. Les représentations fictives ultérieures d'OpenMR sont devenues moins intéressées par les lectures complexes de sa psychologie et l'ont souvent aplati en un personnage qui frisait parfois le ridicule. En 1989, le réalisateur Roland Joffé fait un pari à gros budget sur l'histoire du Manhattan Project en Gros hommes et petits garçons. Malgré un casting de premier plan, Paul Newman dans le rôle de Grove, John Cusack dans le rôle d'un scientifique fictif du projet Manhattan, Laura Dern dans le rôle de la petite amie de ce scientifique, le film a échoué. Le script était simpliste, le dialogue induisant des gémissements et la véracité une réflexion après coup. Mais le film a le plus souffert de la performance de Dwight Schultz, mieux connu des téléspectateurs de The A-Team et Star Trek, The Next Generation, sous le nom d'OpenMR. Schultz a apporté un vide à son portrait d'un homme qui avait du charisme à revendre. Schultz est raide et acteur, a écrit le Washington Post. Comme un chanteur irrémédiablement sourd, il ne frappe que des fausses notes. Dans l'émission télévisée par ailleurs excellente Manhattan, qui a duré 2 saisons en 2014 et 2015, Daniel London a joué OpenMR comme un homme déjà brisé, comme si la seule référence de l'acteur pour le personnage était la célèbre interview « Je suis devenu la mort ». Son OpenMR était plus intéressé par l'autopréservation que par le succès du projet, alors que le véritable OpenMR des années Los Alamos était une boule d'énergie agile, guidant l'entreprise complexe vers son achèvement grâce à son sens aigu des défis auxquels ses collègues scientifiques étaient confrontés.